La commission présidentielle sur la réforme de la justice a remis ce vendredi au chef de l'État l'avant-projet du nouveau code pénal haïtien, un document qui devra modifier l'ancien code, vieux de plus de 150 ans. Le président Martelly a salué le travail réalisé par les juristes qui, selon lui, va aider entre autres à lutter contre la détention préventive prolongée. La réalité pénale haïtienne fait face à certaines infractions jusque-là non qualifiées, pour lesquelles il n'était pas nécessairement possible de prévoir des sanctions. Des délits nouveaux liés aux nouvelles facettes de la corruption, au trafic d'enfants, à la pédophilie, au kidnapping, au terrorisme et ses modes de financement constituent de nouveaux cas de figure pour lesquels des solutions juridiques n'étaient pas forcément prévues. Ainsi, certaines dispositions pénales se sont vues dépassées et doivent être adaptées. Considérons l'état actuel, ou devrais-je dire sempiternel, de la réalité carcérale en Haïti. Nous voulons parler de la surpopulation carcérale, de l'incontournable réalité de la détention préventive prolongée. La réalité carcérale nécessite de nouvelles approches, car il devient temps que l'État se ressaisisse, en sorte que la sanction pénale vise aussi la réinsertion sociale de l'individu, en faisant du suivi socio-judiciaire du condamné le fondement même de son incarcération. Il est certain qu'à l'avenir, d'autres codes suivront pour faire face aux nouvelles réalités. J'appelle donc de tous mes vœux la réforme du code d'instruction criminelle qui deviendra le code de procédure pénale. Voici devant vous présentement l'avant-projet d'un produit qui mérite d'être adopté en l'état. C'est dans le but de faire face aux nouvelles réalités et de freiner les nouvelles dérives que l'État a conçu ce nouveau projet de corpus juris. Il est dorénavant important d'insister sur les programmes de vulgarisation immédiats et à moyen terme de ce nouveau projet de code pénal haïtien. Les acteurs judiciaires doivent se mettre au travail pour que le peuple soit sensibilisé sur la portée et le contenu de ce code qu'il se sera donné. Je nourris le solide espoir que le futur code pénal atteindra son but, celui de répondre aux réalités pénales actuelles de la société haïtienne dans ce contexte mondialisé. De son côté, le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir a pris l'engagement lors de cette cérémonie de continuer à travailler sur la production des quelques textes qui font encore défaut au système judiciaire haïtien. Il n'est donc pas normal qu'on ait attendu environ 179 ans pour mettre nos lois pénales au diapason de nos réalités sociales. Les crimes transfrontaliers n'ont pas existé depuis 179 ans. Les nébuleuses criminelles, la cybercriminalité, la cyberpédophilie sont autant d'infractions qui sont surtout charriées par la modernité numérique. Tant elles n'étaient que de simples faits à vocation infractionnelle, nul ne pouvait s'en dire victime. Fallait-il bien que le législateur tînt compte des dérives de la modernité pour en faire des infractions prévues et punies par la loi. Je veux bien noter que la classification des peines a fait l'objet d'une bonne révision, de telle sorte qu'à côté des peines principales, le futur nouveau code prévoit des peines accessoires. Il convient aussi de noter que le futur nouveau code entrevoit au niveau correctionnel moins le recours à l'emprisonnement qui est entièrement écarté en matière contraventionnelle. Or, les peines en matière correctionnelle pour les personnes physiques varient du retrait de certains droits à la condamnation à verser au trésor public une somme fixée par un juge, en passant par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Pour les personnes morales, la peine correctionnelle est la dissolution, l'interdiction d'exercer certaines activités pendant un certain temps. À raison du fait qu'en matière contraventionnelle, l'emprisonnement n'existe plus, les peines encourues restent, entre autres, l'amende, les peines privatives ou restrictives de certains droits, etc. Les innovations majeures interviennent notamment en matière de droits de la femme. En effet, le futur nouveau code redéfinit le viol, qui est maintenant considéré comme une agression sexuelle, et fait une place importante aux harcèlements sexuels et moraux.
Un regard est porté sur l'interruption volontaire de grossesse qui n'est plus pénalisée. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a visité ce vendredi la prison civile de Pétionville où sont incarcérées plus de 300 femmes. Selon maître Pierre-Richard Casimir, cette visite s'inscrit dans le cadre de l'opération baptisée Coup de poing qui vise à désengorger les prisons du pays en accélérant les suivis judiciaires des dossiers des détenus ayant déjà purgé leur peine ou qui n'ont pas encore comparu devant leur juge naturel. Nous avons la possibilité de visiter le pénitencier national. Après, je suis allé des bouquets, je me retrouve dans la prison civile de Pétionville. Tant qu'on connaît la prison civile de Pétionville, hébergée essentiellement et prison femmes. Je dis à la prison accusée effective de 327 personnes qui sont dans la prison. Il y a 266 qui normalement attendent jugement. Il y a 36 qui sont condamnés et il y a l'autre catégorie. Il y a 25 qui sont retrouvés dans l'autre catégorie. Une fois de plus, chiffre ça a montré nous que il y a trop de monde qui est en situation de détention préventive prolongée. Voilà pourquoi même si je fais dans l'autre centre carcéral, je fais accompagner des autorités qui ont un rôle à jouer dans ça, les commissaires gouvernement Port-au-Prince et certains de ses substituts qui ont un rôle à jouer dans ça, les détention préventive prolongée. Ça permet de nous constater de visu des situations illégales qui sont dans la prison. Par exemple, j'ai rencontré une dame qui dit que il a accusé de escroquerie. Escroquerie a son infraction. S'il est jugé condamné, il a fait 3 ans en prison. Mais il y a 4 ans en prison, il va juger. Donc c'est une situation qui est anormale et nous demandons le commissaire gouvernement former une équipe d'ici lundi 10h. Il n'y a pas le temps de au cas par cas et les gens qui méritent libérer à libérer. Les gens qui méritent passer devant le juge naturel à prendre disposition pour passer devant le juge naturel. Il y a des cas aussi de gens qui sont malades dans la prison. Nous parlons avec les responsables médicaux qui prennent des dispositions pour améliorer les conditions sanitaires dans la prison. Il y a des petits mondes, nous avons la possibilité de recevoir de doléances et nous allons pencher sur la situation. Nouvelle rencontre ce vendredi entre le chancelier haïtien et son homologue dominicain. Les ministres haïtiens et dominicains des Affaires étrangères ont discuté ce vendredi de la réouverture des consulats dominicains en Haïti, temporairement fermés pour des raisons de sécurité et d'autres questions binationales. La réunion entre Duli Boutus et son homologue dominicain Andrés Navarro a eu lieu à Himani, ville frontalière. En ce qui a trait au problème pour les Haïtiens, nous débattons question ce matin. Et au niveau Haïti, nous en sommes conscients. C'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé au ministère des Affaires étrangères de prendre en main ce dossier, qui était entre les mains du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous constatons des difficultés liées au fait que le ministère des Haïtiens à l'étranger n'a pas toujours un statut nécessaire pour le travail ici en République dominicaine, tandis que l'ambassade, les consulats seront à même de le faire. Donc c'est pour ça que le président a décidé de demander à ce que le ministère des Affaires étrangères sera le ministère compétent sur ce dossier. Et ce matin, on s'est engagé à ouvrir rapidement les 3 ou 4 nouveaux postes pour remettre papier aux Haïtiens qui se trouvent ici en République dominicaine. Nous pourrons faire tout ça possible que dans les 2 prochaines semaines, nous sommes capables actifs sur le terrain. El Ministerio Público, es decir, la Fiscalía del Distrito Nacional, sometió a la justicia a los responsables del hecho. Ahora estamos en el proceso normal de todo, digamos, proceso de juicio en la justicia dominicana. Y lo que espera el gobierno dominicano es que tengan una sentencia correspondiente a la gravedad de los hechos que realizaron. Ce qui espère le gouvernement dominicain, c'est que ces personnes-là reçoivent une sentence en accord avec les actes commis.
Le ministre dominicain de la Défense, le lieutenant-général William Muñoz Delgado Max et le chef de la MINUSTAH Sandra Honoré ont pris part à cette rencontre. Notons que cette réunion bilatérale s'inscrit dans le cadre de la poursuite de celle tenue mardi dernier au Guatemala à la demande du chancelier haïtien cherchant à rétablir les relations bilatérales affectées par les récents événements regrettables. Le président Martelly a reçu ce jeudi au Palais national les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit des ambassadeurs de l'État du Vatican, Monseigneur Eugène Martin Nugent, de la France, Madame Elisabeth Beton-Delegue, et du Bénin, Monsieur Dimon Antoine Afouda. Le président de la République les a rassurés de sa volonté de travailler en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Haïti et leur pays. Ces nouveaux ambassadeurs ont de leur côté renouvelé l'engagement de leurs pays respectifs à accompagner le président Martelly dans ses diverses actions. C'est notre ligne de conduite, le partenariat, je dis bien le partenariat, c'est évidemment dans le cadre des relations politiques, on a eu une séquence particulièrement riche en 2014. Les présidents se sont rencontrés à 2 reprises. Je veux dire, c'est à peu d'intervalle. Je crois que le président Martelly, enfin en tout cas, il me l'a dit, il a pu juger de l'intérêt, je veux dire, que suscitait Haïti dans les différents cercles qu'il a rencontrés, en particulier le monde économique. Donc ça, bien évidemment, c'est une ligne de travail. Il y a la ligne de la coopération régionale, fondamentale aussi. Je veux dire, on a beaucoup progressé. Et ça, c'est important parce que nous sommes voisins. L'objectif est de renforcer et dynamiser cette coopération qui existe si heureusement entre les 2 pays. Et j'ai promis au président de la République que je suis envoyé ici dans ce cadre-là, que je ne ménagerai pas mon effort pour aller dans le sens de la dynamisation et du renforcement de la coopération entre Haïti et le Bénin. Le nouvel ambassadeur de France a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du peuple haïtien et de son gouvernement. Lors de sa première rencontre avec la presse ce vendredi, Madame Elisabeth Beton-Delegue a présenté les grandes lignes de sa mission qui tient compte de la réalisation prochaine des élections dans le pays et la poursuite de la coopération de la France avec Haïti sur le plan du développement économique, social et culturel. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, Madame Beton-Delegue a par ailleurs salué les avancées significatives qu'elle dit constater dans le cadre du processus électoral. Nous sommes évidemment extraordinairement attentifs et aux côtés des Haïtiens dans ce processus de transition électorale. Je veux dire, ce pays a besoin d'élections. Je veux dire, il a besoin de se normaliser dans cette dimension. Nous sommes donc satisfaits de savoir qu'il y a aujourd'hui un décret électoral. Nous sommes satisfaits également de voir que le calendrier se dessine et que ceci est le fruit du travail que je salue du CEP, mais également dans un esprit de consensus et d'ouverture. Donc je pense que Haïti vit un moment qui est d'une certaine façon historique depuis ces dernières années. Sur le plan plus général, eh bien, Haïti, bien sûr, c'est le porte-drapeau de la francophonie dans les Amériques. C'est une dimension fondamentale. Très heureux de voir à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean. Et nous sommes aussi très heureux de voir l'implication en faveur de la promotion de la francophonie dans la zone, notamment l'introduction du français au sein de la CARICOM que nous devons à ce gouvernement. Ensuite, nous sommes un partenaire du développement. Nous travaillons sur les axes qui sont à la fois le soutien aux populations, la santé bien sûr, l'éducation. Signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre le directeur général du Conseil national des télécommunications et le recteur de l'Université d'État d'Haïti. Cet accord vise à réglementer le secteur des télécommunications dans le pays. Selon Jean-Marie Guillaume, par la signature de cet accord, le CONATEL entend travailler avec l'ensemble des facultés de l'UEH en vue de créer, entre autres, un cadre légal pour la cybersécurité, la radio et télédiffusion et notamment sur le numérique.
La signature de ce protocole d'accord vise à permettre au CONATEL de mettre à contribution les compétences des diverses facultés de l'Université d'État d'Haïti pour étudier, expliquer, encadrer, divulguer et mettre en œuvre les principes qui fondent la mission du régulateur qu'est le CONATEL. La régulation du secteur des télécommunications a trop souffert depuis sa libéralisation, de l'insuffisance ou même de l'absence des outils conceptuels et opérationnels nécessaires à sa conduite. Ce protocole d'accord est un impératif pour un organisme à caractère administratif et scientifique tel le CONATEL. Comme toutes les autres instances de l'État, comme l'économie, il doit se nourrir de la connaissance. C'est donc à bon droit que le CONATEL tend les bras vers l'université. De son côté, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry, a indiqué que ce partenariat va permettre à l'UEH de jouer pleinement son rôle dans la société en fournissant des moyens nécessaires à la reconstruction et au développement social ou économique du pays. L'Université d'État d'Haïti est une institution de service public qui a pour mission de former, qui a pour mission aussi d'effectuer de la recherche pour accompagner le pays dans sa quête de développement, dans ses efforts pour transformer de manière positive notre pays. Vous savez que nous sommes un pays oral, un pays où la communication, particulièrement de nos jours, la radio, la télévision, a un rôle important à jouer. Il y a lieu de renforcer cette institution. Il y a lieu de renforcer ce secteur. C'est dans ce sens que ce partenariat que nous mettons en place va permettre à l'université de jouer véritablement son rôle. À l'occasion de la 32e journée mondiale des consommateurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie a organisé ce vendredi une journée de réflexion avec des écoliers autour de l'importance de certains aliments sur le fonctionnement du corps humain. Selon le ministre Jude RVD, cette journée sera célébrée ce 15 mars sous le thème « Vers une nutrition saine et équilibrée au profit des consommateurs ». Donc, aujourd'hui, que nous mettons sous rubrique droit aux consommateurs, il y a plusieurs aspects pour nous. Non seulement inviter à ce que revisiter le concept commerce industriel, mais aussi pour faire consommateurs comprendre qu'il faut participer tout à volonté que capable dire étatique qui gagne pour faciliter ça. Ça me dit par là. Commerce, nous avons des choses que nous sommes capables de commercialiser qui est de propre terroir nous et qui t'a qu'à remplacer tout ça que nous avons consommé en termes de ça que nous importons. Si consommateur a porté avec une volonté de changer l'habitude alimentaire vers des produits que nous gagnons et qui souffrent de certaines commercialisations, la PD politique publique là pour capable de gagner rééquilibrage que nous souhaitons. Et mettre un peu d'importance sur la commercialisation parce que c'est lui qui va déterminer que la production a toujours été constante et même évoluée. Si mon produit et que le pas arrivé écoulé par la commercialisation ça le produit réflexe normal c'est ou bien il réduit l'activité dans le secteur de production ou bien sortir là-dedans vers des secteurs qui sont importants.